Et voilà déjà le deuxième talk de l'après-midi. Mélanie et Stéphane vont vous parler d'organisation et d'architecture, comment passer d'une situation cauchemardesque à une situation idyllique ou beaucoup moins cauchemardesque, ce qui est déjà pas mal dans nos projets IT. Merci de les accueillir chaleureusement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une transformation, celle d'une équipe et d'une application utilisant une approche monolithique et qui ont dû évoluer pour adopter une approche modulaire et extensible. Je m'appelle Stéphane Bégodeau, je suis architecte logiciel chez OBO sur Sirius Web. J'ai contribué à différents projets open source chez OBO depuis 14 ans environ. Et moi, donc, je suis Mélanie Batz, directrice technique à OBO. Je suis adepte des logiciels libres, contributrice dans des projets open source au sein de la Fondation Eclipse. Et donc OBO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur logiciel nantais. Et on est environ une soixantaine, répartis un petit peu partout sur la planète maintenant. Donc on est là effectivement pour vous parler de changement d'architecture, bien évidemment. Mais bon, laissez-nous d'abord un petit peu vous présenter notre contexte. Donc toute l'histoire qu'on va vous raconter, c'est passé sur un logiciel open source qui s'appelle Sirius Web. C'est une plateforme low-code qui permet de créer des applications web pour des langages graphiques. Alors, ce projet a été créé maintenant il y a 5 ans. On a environ 13 committeurs actifs. On fait une release toutes les 8 semaines. Et petit à petit, ça nous a amené à avoir environ 500 000 lignes de code. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Sirius Web? En fait, ça dépend à qui vous demandez, parce que Sirius Web, ça représente des choses distinctes pour des utilisateurs différents. Ouais. Donc Sirius Web, c'est une application qui permet de manipuler votre domaine métier avec des outils dédiés. On va pouvoir définir un vocabulaire spécifique à travers des concepts métiers, expliciter comment ces concepts doivent être représentés graphiquement, comment on va interagir avec ces concepts, comment vos utilisateurs vont interagir, de manière à ce que ces utilisateurs, donc les utilisateurs de votre application finale, puissent eux créer aussi des instances, les manipuler avec des outils totalement adaptés à leur vocabulaire à eux. Donc Stéphane, tu peux peut-être nous montrer un peu plus concrètement ce que je viens de raconter, parce que là, ce n'est pas obligatoirement très clair pour tout le monde, je pense. Donc ici, on peut voir l'outillage graphique de Sirius Web pour définir les concepts que l'on veut manipuler avec notre outillage sur mesure. Ici, on définit ce qu'on appelle un domaine. Dedans, on va mettre des concepts, leurs propriétés, les relations entre tous ces concepts et mettre au point tout ce que les utilisateurs vont manipuler. Après, dans une deuxième partie, qu'on appelle plutôt View, on a nos concepts qui ont été définis. Maintenant, on va commencer à décrire l'outillage qui va servir à manipuler ces concepts. Donc ici, on peut créer la description d'un diagramme dans lequel on va dire sous quelle apparence vont s'afficher les éléments, quels edges on va créer entre tout ça. Et enfin, le petit exemple que je vous ai montré sur les 2 captures d'écran précédentes permet d'obtenir ce résultat où on a un petit outillage de diagramme pour manipuler les concepts de notre métier. Dans l'Explorer à gauche, on va pouvoir créer et naviguer uniquement dans les instances de nos concepts métiers. Et à droite, dans la petite vue Properties, on peut voir les propriétés de l'élément sélectionné avec juste les concepts de notre domaine. Ici, c'est un outillage très simple, juste pour vous montrer un petit exemple. On peut s'amuser à définir des concepts et des outillages radicalement différents pour d'autres domaines. Là, je ne vous cache pas que c'est mon fils Timothée qui voulait un outillage pour gérer ses Pokémon. Donc, le truc qui vient ensuite, c'est que les développeurs créant des applications basées sur Sirius Web ne veulent pas seulement manipuler ce qu'on leur donne par défaut. Ils en demandent beaucoup, mais bon, ils ont besoin de pouvoir aussi étendre notre plateforme, la customiser les comportements, fournir leurs propres concepts et même aller jusqu'à proposer des nouveaux types de représentations qu'on n'avait pas obligatoirement prévus. Stéphane, tu aurais des exemples? Alors, ici, on est sur un tout autre domaine. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est Season. C'est un outil de modélisation pour ingénieurs système, utilisant Sirius Web comme plateforme afin de fournir un outillage sur mesure pour des ingénieurs qui vont fabriquer des trains, des avions, des satellites, avec plein de fonctionnalités dédiées à ce domaine. On est très très loin des Pokémon. Et donc on va aller encore plus loin. Notre framework doit aussi permettre de fournir des composants qui pourront être réintégrés partiellement dans d'autres applications qui vont nous consommer, un petit peu comme des add-ons en fait. Alors Sirius Web, c'est aussi, comme beaucoup d'outils open source, une communauté. Et le fait que Sirius Web soit aussi réutilisable fait que nous avons beaucoup de stakeholders qui cherchent à voir le produit évoluer dans de nombreuses directions. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à vous battre avec des démons qui traînent dans votre code?
Moi, j'aimerais que vous leviez la main si, à un moment donné, vous avez déjà eu cette sensation que votre produit il était redoutable, c'était un peu une bête sauvage, il vous échappait, vous n'arrivez plus à le maîtriser, et puis même il peut se retourner contre vous à tout moment. Est-ce qu'il y en a à qui c'est arrivé? Ouais, il y a quand même pas mal de monde, hein. Merci. Ou alors, est-ce qu'un petit changement dans le code a eu des conséquences complètement imprévues et vous n'arriviez plus à maîtriser les conséquences de vos actions? Vous avez déjà eu ça, à affronter ça? Ouais, merci. Vous êtes nos copains. Ok, donc ça, c'est le contexte, c'est ce projet. Ce projet, il commence à être bien consistant en termes de volume, en termes de nombre de lignes de code, en termes de nombre de personnes qui gravitent autour, avec des problématiques de consommation, d'extensibilité, de modularité, tout ça bien velu. Et ça commence à être vraiment le bazar. Donc comment on fait maintenant qu'on est là? Comment on fait pour s'en sortir? J'avais lu un jour, dans un bouquin, cette loi. Les organisations donc, qui designent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est clair? Ok, bon, je traduis plus simplement. Ce qu'on peut retenir de la loi de Conway, c'est qu'on a comme un effet miroir, en fait. Le software et l'organisation des équipes se recouvrent. Vous arrivez à faire deux cartes qui vont réussir à se recouvrir. Donc à un moment, on n'a pas eu le choix. Il a fallu faire face à nos démons, tant sur le plan technique que sur le plan de l'organisation. L'un de nos premiers soucis techniques, ça a été le bon gros monolithe à l'ancienne que nous avions. On ne sait pas trop où démarrer pour comprendre un problème, on ne sait pas trop où nous amener, il fallait clairement clarifier tout ça. Côté équipe, l'un des premiers démons qu'on a dû affronter, c'était le code fantôme. Vous savez, ce code que vous écrivez, mais qui au final n'est jamais intégré. Dans le meilleur des cas, vous passez à peu près votre vie à le rebaiser, ou alors vous le laissez mourir tranquillement dans un coin, dans sa branche à lui tout seul, mais bon, il continue quand même à vous hanter. Ah, le couplage. On a beau organiser le code proprement, le diable peut toujours se cacher dans les détails. Les responsabilités du code restent éparpillées un peu partout, on ne peut rien réutiliser sans tirer tout le reste du code. Un vrai enfer. On était loin de pouvoir réutiliser une sous-partie de Sirius Web sans s'attaquer à ce démon-là. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un spectre qui tire votre équipe vers le bas. En fait, son job, c'est tout faire pour entraver vos progrès, et surtout pour vous ralentir, elle passe son temps à mettre des obstacles divers et variés sur votre chemin. Vous savez, vous avancez et puis poum. Avec tous ces scénarios qu'on a besoin de couvrir, il nous a fallu avancer très rapidement. À ce moment-là, sans surprise, c'est ce démon qui va nous rattraper. Comment structurer les choses et ne pas se perdre dans tous ces changements? Celui-là, il est vraiment flippant, car il ne touche pas seulement à votre équipe plateforme, mais surtout, il se régale des projets downstream qui vont vous consommer. Enfin là, au final, c'est plutôt lui qui se délecte du temps et de l'énergie des gens qui cherchent à utiliser votre plateforme. Donc, les gens vont essayer d'utiliser votre plateforme, mais ils n'y arrivent pas, ou alors ils déploient des très très gros efforts pour le faire. Avec Sirius Web, on a besoin de s'adapter aux usages de notre communauté. Et bien dans ce cas-là, c'est lui qui va être sur notre chemin pour essayer de nous arrêter. Mon dernier côté équipe, mais pas des moindres, on est dans un monde open source et on parle d'une plateforme. Donc ce démon, lui, il fait tout pour empêcher les contributions externes. Il s'assure que vous n'aurez jamais de retour aussi sur ce que vous livrez et surtout que vous ne puissiez jamais discuter des besoins des projets qui consomment votre plateforme. Et enfin, le dernier de mon côté, quand bien même on aurait réussi à créer un logiciel qui répond à tous nos besoins, il nous faut satisfaire les besoins de la communauté pour leur permettre d'aller plus loin que les scénarios qu'on a imaginés dans Sirius Web. Là encore, on a un démon qui se dresse sur nos chemins pour nous empêcher de nous ouvrir au monde. Au final, ça en fait du monde à combattre. 9 démons, on va en avoir du boulot. Ouais, c'est pas gagné. Il va falloir pratiquer un exorcisme assez sévère. 9 démons, une grosse collection de points de vie, tout ça, c'est clairement pas gagné. Ah, voilà mon moment préféré. C'est maintenant qu'on va commencer à démonter du démon. Bon, on est d'accord que pour ça, il va nous falloir un arsenal adéquat. On regarde ce qu'on a dans notre besace, peut-être? Alors, notre première arme pour dégommer du démon, donc, le Language Blade. Donc, c'est un outil particulièrement tranchant qui va nous permettre de percer notre jargon et d'aligner tout le monde sur un langage commun. Concrètement, ça donne quoi, Stéphane, quand tu l'as appliqué, ce principe-là, sur notre code? Alors, pour apporter de la souplesse à notre monolithe, on s'est directement inspiré des bonnes pratiques applicables aux architectures à base de microservices, comme le Domain Driven Design. La première chose qu'il nous a fallu faire, c'est de mettre tout le monde d'accord sur un langage commun. On se retrouvait en fait dans une situation où il y avait différentes personnes qui utilisaient des noms différents pour parler des mêmes parties du logiciel.
Ça n'aidait pas à s'y retrouver dans le code, la documentation ou même les échanges qu'on avait au sein des équipes. On a donc fait un tour sur tous nos concepts pour rationaliser notre vocabulaire et procéder à une harmonisation de tout le langage. Ce n'est pas un travail qui se fait une fois et puis c'est bon, parce qu'au fur et à mesure que le logiciel évolue, on va avoir des concepts qui vont se transformer, qui vont être renommés, et donc il faut y faire évoluer tout le vocabulaire avec. On a aussi profité pour bien identifier les frontières des différentes parties métiers de notre application, et avec la mise en place de sous-langages dédiés à chaque partie du logiciel. Au final, aujourd'hui, chaque partie de l'application a un langage qui lui est dédié, qui est maintenu, synchronisé avec le code. Ces langages vont aussi, dans notre cas, être mis entre les mains des utilisateurs finaux. Donc il est indispensable de s'assurer de la cohérence de l'ensemble. Si je reviens un petit peu sur l'outillage que je vous ai montré précédemment, vous voyez à l'écran qu'on a un langage qui permet de décrire comment un concept va être affiché dans un diagramme, comment le nœud va se comporter, son apparence, son label, etc. Tout ça, il faut le rendre cohérent avec le reste du code. Donc on a fait un gros travail pour que ce soit dans notre documentation, nos artefacts techniques, le code, l'interface graphique, tous les acteurs du projet adoptent le même vocabulaire. Côté team, on a aussi redécoupé l'équipe. Bon, j'y suis pas vraiment allée au sabre, hein, je vous promets, j'ai baissé aucun dev. Enfin, en tout cas, il n'y en avait pas qui saignaient. Donc c'est bon. Donc on a commencé par établir les relations existantes entre nos équipes. Pour ça, on a utilisé les concepts définis dans un bouquin intitulé Team Topology. Pour les gens que ça intéresse, la gestion d'équipe, etc., je vous encourage vivement à les lire, c'est super sympa. Pour les développeurs aussi, ça vous donnera des idées. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement plein de projets parallèles qui communiquaient de manière totalement désordonnée. Et qu'en plus, en fait, ils ne se comprenaient pas. On avait trop d'interlocuteurs différents et chacun, en fait, venait avec son propre langage. Donc, je vous rappelle qu'on développe une plateforme qui est utilisée par des projets downstream aussi. On a donc aussi voulu rationaliser les interlocuteurs à un seul pour ces projets downstream. Donc, c'est ce qu'on a appelé notre facilitateur. Son rôle, c'est en premier de venir transmettre le vocabulaire utilisé par l'équipe de la plateforme pour qu'on parle tous la même langue. Et aussi, pour lui, ça va être d'intégrer le vocabulaire et le contexte du projet downstream pour qu'on n'ait plus à réexpliquer 42 fois la même chose à 42 personnes différentes. Donc, avoir une personne qui fait le pont, c'est cool. Donc les facilitateurs vont faire la passerelle du coup, entre l'équipe plateforme et les autres équipes. Ils vont être en fait la voix de la plateforme au sein des projets downstream. C'est un peu des traducteurs. Pas mal comme outil. Ça a fait baisser les points de vie de 2 de nos démons. Du coup, le Binding Daemon et le Resource Vampire ont pris un coup. Mais ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour pouvoir leur faire mal? Je peux te proposer le Splitter Axe, si tu veux. C'est une puissante hache utilisée pour briser les monolithes et délimiter des contextes avec précision. Donc, si tu essayes, ça donne quoi? Alors, après avoir réorganisé les concepts de notre langage, on s'est attaqué à la réorganisation du code avec le passage à un monorepo. On a regroupé des parties de code qui étaient dans différents repositories, et on a surtout mieux découpé les gros modules qu'on avait dans le repository principal. Ça nous a permis de clarifier les dépendances entre les différentes parties du code et de répartir la responsabilité. Ici, par exemple, on voit le résultat de notre découpage technique avec toute une série de composants venant chacun avec un petit peu plus de dépendance et de responsabilité les uns que les autres. C'est top le coup du monolithe. Pardon, le coup du monorepo. Parce que le monolithe, non, c'est pas top. Ça nous ouvre la possibilité au niveau équipe, du coup, de très facilement résoudre le problème qu'on avait au niveau intégration. Avant, on avait peu de gens qui se sentaient légitimes pour revoir et intégrer le code des autres. Beaucoup attendaient l'aval de Stéphane en tant qu'architecte, qui du coup, lui, croulait sous les demandes. Et au final, c'était plus que l'ombre de lui-même. Il passait son temps à revoir et intégrer le code des autres. Les démons étaient pas loin de gagner, on est passé à 2 doigts, quoi. Mais l'introduction du monorepo, elle a permis de bien définir les responsabilités de chacun et donc de les partager. On a ensuite aussi utilisé du coup, le principe des code owners dans GitHub pour afficher très clairement ses responsabilités. Mais elle nous a permis plein d'autres découpages, non, cette hache magique? Oui. En plus de découper le code, on a aussi modernisé l'architecture. Avant, on avait une architecture en couches assez classique. Contrôleurs en haut, qui dépendent des services, qui vont aller regarder dans la couche de persistance. Tout ça, ça marchait plutôt bien, hein, jusqu'au jour où on a cherché à réutiliser une sous-partie de Sirius Web pour un autre produit. Vous voulez réutiliser le support des représentations? Pas de souci. Toutes les structures de données vont être, par exemple, dans la couche de persistance. Mais elles sont plutôt stupides. Il n'y a aucun comportement là-dedans. Tout le comportement était dans la couche de service. Vous voulez les représentations avec le comportement? Pas de problème. Prenez la couche de service et tirez la couche de persistance. Vous n'avez aucun choix sur la manière de gérer le cycle de vie de l'application. Vous récupérez tout d'un coup.
Ah, vous voulez utiliser le front-end avec, donc vous voulez parler sur le réseau, vous voulez les contrôleurs. Bon bah cool, là vous avez récupéré toute l'application. Bon, comme c'est open source, ce qu'on se retrouvait à avoir à certains moments dans notre communauté, c'est des gens qui forquaient l'intégralité du produit et qui découpaient comme ils le souhaitaient. Alors à la place, on a adopté une approche basée sur des principes de domain-driven design. Alors on n'a pas simplement renommé les 3 boîtes et puis voilà. Hein. On a complètement repensé notre architecture et réécrit une partie significative du code pour cela. Les entités qu'on avait complètement vides dans notre couche de persistance, inutilisables en tant que telles, de simples POJO, ont été radicalement transformées pour contenir aussi du comportement métier qui va avec leurs problématiques. Cette couche domaine contient désormais le cœur de nos règles métiers avec toutes les entités et finalement des services métiers associés. Tout ça est conçu pour être hyper réutilisable en ne faisant aucune hypothèse sur le contexte technique dans lequel c'est utilisé. Cette couche est désormais utilisée dans des contextes variés sans tirer l'ensemble du code. Alors les bonnes pratiques de Domain-Driven Design disent qu'il faudrait que cette partie-là n'ait absolument aucune dépendance technique vers d'autres frameworks. On a quand même à certains endroits précis été pragmatique en gardant notamment quelques annotations pour nous aider à la persistance, @id, ce genre de petites choses. On a fait des compromis par rapport à la théorie. Ensuite, la couche application, ça a été créé par une fusion de la partie contrôleur avec la partie service, en tout cas la partie des services qui n'ont pas bougé dans le domaine. En effet, on a beaucoup de services qui sont là pour câbler des grandes parties de l'application et qui vont faire le lien vers des technologies extérieures. Tout ça, ça a fini dans la partie application. Enfin, la partie infrastructure, elle a isolé le reste du code avec tous les branchements et les configurations de technologies externes. Tout ce qui est configuration de la base de données, de la couche de sécurité, couche HTTP, WebSocket, etc. Donc au final, on a une couche domaine qui est très réutilisable et une couche application qui est aussi fortement réutilisable, notamment pour ceux qui veulent réutiliser Sirius Web en tant que plateforme. Alors ce découpage technique, il n'a pas seulement donné lieu à 3 niveaux de dépendance technique, car on est descendu à un niveau beaucoup plus fin de granularité. On a au moins 5 niveaux de dépendance technique dans notre code. On a une partie qui est du pur Java ultra réutilisable, par exemple pour juste calculer des diagrammes. Au-dessus, on a une partie qui va dépendre de notre système de travail collaboratif et qui va gérer le cycle de vie des diagrammes, comment on les édite, comment on les fait évoluer. Encore au-dessus, on va avoir l'intégration avec notre API GraphQL, mais sans pour autant dépendre d'une technologie vers le réseau. Encore au-dessus, on va avoir le langage déclaratif, parce que jusqu'à présent, on n'était que sur la configuration programmatique. Et donc là, on retrouve le langage que je montrais au début dans les captures d'écran, pour que l'utilisateur final puisse manipuler les diagrammes et décrire leur comportement sans écrire de code. Et enfin, on va avoir la couche application qui va exposer tout ça vers la base de données pour la persistance, vers une couche HTTP, WebSocket pour le réseau, et au final, en fonction des différents cas d'utilisation, on va réutiliser toute ou partie de ce dont on a besoin. On a aussi profité pour avoir une convention de nommage avec tout ce qui s'appelle Sirius Components, qui ne dépend pas de la base de données, du réseau et du vraiment cycle de vie principal de notre application. Et donc au final, avec tout ce qu'on a fait en termes de découpage technique, on a par exemple réussi à réaliser un projet pour le commissariat à l'énergie atomique dans lequel on a fait un outillage pour des scientifiques qui intègre des diagrammes Sirius Web au sein d'une extension VS Code. Ici, l'extension VS Code, elle ne se connecte pas à un serveur distant. Tout est dans l'extension. On peut être offline, ça fonctionne sans problème. On réutilise environ 20% du code de Sirius Web pour faire ça. Les diagrammes sont persistés, sont complètement en mémoire, mais on est capable d'aller juste piocher ce qu'il faut pour réutiliser Sirius Web comme un framework. Attends, je te coupe Stéphane, parce que le monorepo, l'architecture hexagonale, les code owners, ils ont bien fait mal à nos démons là. Et j'ai même le plaisir de t'annoncer qu'on a vaincu l'Overground Beast et le Code Phantom. C'est une bonne nouvelle, ça. Clairement. Mais bon, on avait encore quand même une jolie petite armée à combattre, hein, si vous vous souvenez, donc on continue sans ralentir. Hein. Alors, en parallèle de cette séparation technique, on a aussi travaillé sur une séparation fonctionnelle de l'application, en suivant les grandes parties de notre langage qu'on avait identifiées auparavant. Avec ces deux aspects du découpage, on arrive à une grande souplesse en termes de responsabilité de chaque partie du code et une grande capacité de réutilisation des différents modules.
Afin de s'assurer de la pérennité de ces découpages, on a aussi mis en place des tests architecturaux afin de ne pas avoir de régression en termes de dépendance technico-fonctionnelle. Donc on a littéralement des tests pour interdire à un bout de code d'appeler un autre bout de code dans notre application. Ton principe de bounding context, il est pas mal quand même, mais c'est pas tout découpé au niveau de l'archi. Il faut aussi que nos devs ils apprennent à découper leurs contributions. Hein. Parce que bon, à l'époque, pour les devs qui faisaient les revues, c'était pas la joie. Ils se prenaient un train dans la tronche à chaque fois. On avait tout qui arrivait en même temps, juste la veille de la date de release. Nickel. Bon, bien entendu, hein, c'était totalement insoutenable pour tout le monde. Donc, pour remédier à ça, on a introduit la notion de scope. Bon, pour ceux qui aiment lire encore, je vous renvoie à la méthode ShapeUp. Elle détaille très bien ça. Nous, ce qu'on a mis en place, ce n'est pas aussi poussé que ce qui est décrit dans le bouquin. On a essayé d'être plus réaliste et on a adapté à notre contexte. Mais on a gardé quand même le principe. Donc, quand vous commencez une tâche, en gros, vous avez une idée assez vague de ce qu'il y a à faire. Votre tâche, dans votre tête, c'est la patate que vous voyez là. Au fur et à mesure que les devs commencent à appréhender la tâche à réaliser, ils découvrent plein de petites choses à faire. C'est nos petits points. Et jour après jour, au fur et à mesure de l'itération, on voit qu'on définit de mieux en mieux les scopes de ce qu'il y a à réaliser. Et on le complète et on l'intègre. C'est là où la magie opère. Donc pour vous donner une image, au lieu d'avoir une grosse patate qui arrive un peu bourrative, on a fait des pommes de terre sautées. Ça se mange mieux, surtout avec un peu de gras. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on avance, on essaye de découper de manière à avoir des morceaux qui ont du sens et qui sont intégrables, sans avoir à attendre d'avoir tout le scope qui est couvert. Et à la fin, si on a bien fait notre travail, on a une fonctionnalité utilisable par l'utilisateur final. Ouais. Et c'est comme ça qu'on passe du coup d'une équipe qui ne produit pas à une équipe qui est efficiente et qui arrive à avancer dans le bon sens. Donc pour réussir ce tour de magie, on a aussi introduit un peu de gras, comme pour nos patates sautées. Ce gras, c'est 2 types de points d'équipe pour assurer que l'équipe communique bien. On a un point journalier, donc tous les jours pendant 15 minutes avant midi. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas durer trop longtemps. Les gens expliquent où ils en sont et s'ils ont besoin d'aide pour avancer, pour une revue, ou bien s'ils sont prêts à intégrer une nouvelle contribution, justement. Et donc, on a aussi un point hebdo de 1 heure qui prend le temps de repasser sur tous les scopes, de manière à s'assurer qu'on avance bien comme prévu. Et sinon, on rediscute du scope, justement, qui est atteignable dans le temps de l'itération. Bon, ça commence à se rééquilibrer. Les démons ne vont plus trop faire les malins maintenant. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'on a un 3e démon, un de moins. Mais bon, on n'a pas fini avec ta hache magique. Il me semble qu'elle a d'autres super pouvoirs. Oui. Alors c'est bien sympa de découper le monolithe en une collection de petits modules avec leurs responsabilités techniques et fonctionnelles clairement identifiées. Mais à un moment, il va quand même falloir créer du lien, parce qu'il faut bien que toutes ces parties du code communiquent les unes avec les autres. Alors en fait, nous, on n'a pas choisi de remettre en place les dépendances comme avant, mais à la place, on a décidé d'utiliser une approche basée sur des événements. Ça nous donne un contrat clair pour synchroniser les différentes parties de l'application qui ne se connaissent pas. Et puis ça nous permet de ne pas avoir de cas particuliers pour dire, tiens, lui, je sais qu'il doit tout le temps être prévenu, mais les autres, on ne leur donne pas la possibilité de se synchroniser. Pour cela, on a adopté une approche claire, l'extensibilité par défaut. Tout changement dans l'application donne lieu à un événement, même si personne ne le consomme aujourd'hui. Demain, une extension, peut-être dans notre communauté open source, aura besoin de cet événement pour se synchroniser. Alors, l'event-driven, je sais, ça fait peur. Mais là, techniquement, on est toujours dans une application monolithique. Certes, un monolithe modulaire, mais ça reste monolithique. Donc, on a tous les avantages de la modularité, de l'extensibilité qu'apportent les événements, mais sans avoir les problèmes des architectures à base de microservices. Alors, soyons clairs, les microservices, c'est super si vous en avez besoin. Mais c'est juste pas indispensable pour pouvoir faire une application modulaire ou extensible. Tout le monde n'est pas Netflix. Hein. Ici, par exemple, on n'a aucun problème de latence pour traiter nos événements, on n'a aucun problème de perte d'événements sur le réseau, ça ne coûte rien de les sérialiser, de désérialiser, parce qu'on les garde en mémoire dans le même process. Après, des outils comme Kafka, c'est super, hein, mais pas les utiliser si on n'en a pas besoin, c'est encore mieux. En plus, avec une application qui reste un monolithe, c'est simple de coder, tester, débugger, loguer, maintenir l'application, et puis déployer. Hein. Parce que nos clients, aujourd'hui, quand on leur dit qu'en se basant sur notre plateforme, déployer, c'est un non-événement. Et donc, au fur et à mesure qu'on a découpé notre code, on a réussi aussi à intégrer de plus en plus de composants
Et on a voulu rendre cette modularité aussi accessible du coup, à nos projets downstream. Pour cela, déjà, on a commencé par documenter, un truc qui fait vachement plaisir aux développeurs. Mais bon, on a commencé par documenter toutes les modifications que l'on fait dans un changelog qui est mis à jour au fur et à mesure des PR. Et donc ça veut dire qu'une PR, elle ne peut pas être acceptée si elle n'a pas modifié le changelog, ça casse le build. Pur et simple. Alors vous allez me dire, c'est radical, ouais, mais c'est très très efficace. Alors c'est bien d'écrire ce que l'on fait, mais au final, c'est quand même pas toujours totalement compréhensible par le commun des mortels quand on lit un changelog. Donc pour nous assurer que c'était utile, on va aussi ici encore retrouver notre facilitateur. Il a encore un autre rôle à jouer. À travers ce changelog, il va pouvoir du coup encourager les projets downstream à adopter les nouvelles fonctionnalités, et il va pouvoir aussi accompagner les équipes pour leur apprendre à utiliser ces nouveaux concepts, ces nouveaux composants. Donc ça peut passer par des échanges écrits, ils utilisent Mattermost, ils discutent, ils peuvent avoir besoin de faire des réunions, et puis ça peut même arriver sans aucune difficulté, notre facilitateur va venir faire du pair programming avec nos projets downstream pour les aider. Bon, on avance, mais il reste encore pas mal de démons en vie. Bon. Alors, voici une autre arme un petit peu puissante. Ça s'appelle le 5 Orb. C'est une arme magique qui synchronise parfaitement tout le code et les équipes, prédisant les changements avant qu'ils ne causent le chaos. Synchroniser, est-ce que ça peut être utile pour toi? Ouais, je prends. Alors, les événements dont on parlait, en pratique, à quoi ça ressemble pour synchroniser les différentes parties de l'application qui ne se connaissent pas? Donc ici, on va prendre un exemple plutôt simple. On a un utilisateur, il va cliquer dans la palette sur le petit crayon là pour éditer un champ de texte côté front-end. Donc il a un petit champ de texte qui apparaît, il tape une nouvelle valeur, il fait entrer. La première chose qui se passe, c'est qu'on va avoir un événement qui est envoyé au back-end, edit label input, qui va partir sur notre couche GraphQL et qui va indiquer au back-end que l'utilisateur il a tapé ce texte-là dans tel endroit du diagramme. Le data fetcher côté back-end, il va prendre l'événement, il envoie ça à un concept central chez nous qui est l'Editing Context and Processor. Derrière ce nom compliqué se cache un truc très simple, c'est lui le centre du travail collaboratif de notre application, c'est lui qui dispatche tous les événements. Comme on est en train d'éditer le label d'un élément d'un diagramme, ça revient sur la partie diagramme, et comme c'est de l'édition d'un label, ça va sur le handler qui correspond. Là, ce handler, il va être chargé d'exécuter le code qui a été spécifié au début pour décrire le comportement qu'on a derrière cette action. Ce n'est pas parce qu'on édite le label qu'on va aller modifier le nom de l'attribut qu'on a derrière. La personne qui a conçu le diagramme peut mettre un comportement différent. On exécute ce comportement et si tout se passe bien, on renvoie un événement au front-end, le success payload, et tout le monde est content. Mais, en plus de ça, on va aussi envoyer un change description qui va remonter à l'intérieur du système. Ce change description va nous permettre de savoir quel a été l'impact du changement causé par l'événement qu'on a reçu côté back-end. Le change description, il remonte dans le système de travail collaboratif, et là, il va être distribué sur toutes les représentations qui sont actuellement ouvertes. Ici, si on part du principe que je n'ai qu'un seul utilisateur qui a son navigateur dans cet état, il est en train de regarder un explorer à gauche, un diagramme au milieu et un formulaire à droite. Donc j'ai 3 event processors qui vont être actifs, mais si j'avais d'autres utilisateurs qui sont en train de regarder d'autres diagrammes ou d'autres représentations, des charts, diagrammes de Gantt, etc., j'aurais d'autres event processors qui seront aussi chargés en mémoire. Ils vont tous recevoir ce change description et ils vont déterminer si oui ou non ils sont concernés par ce qu'ils portent comme information. Et s'ils sont concernés, alors dans ce cas-là, ils vont rafraîchir la représentation qu'ils portent. Et ils vont envoyer côté front-end un tree, diagramme et form refresh event payload qui va contenir la nouvelle version de la représentation qui sera affichée côté front-end. Donc l'utilisateur, il a tapé dans son petit champ de texte et puis après, il voit les différentes parties de son interface graphique qui sont rafraîchies et ses collègues qui ont le navigateur ouvert sur le même projet, mais peut-être sur d'autres représentations, verront aussi l'impact. Mais ce n'est pas tout. Comme on a changé des représentations et des données sémantiques, on va aussi, au moment où on persiste ces changements dans la base de données, déclencher de nouveaux événements. Et ces nouveaux événements, on peut avoir des extensions qui sont intéressées par ça. Par exemple, la gestion de l'historique. La gestion de l'historique, elle ne connaît pas du tout les diagrammes, les formulaires ou je ne sais quoi d'autre. Elle s'intéresse simplement
aux événements persistés dans la base de données quand les données sémantiques ou les données d'une représentation sont sauvegardées. Et là, ça va créer une nouvelle révision dans notre historique, comme un git commit par exemple, et ça va associer les différents changements qui ont eu lieu à cette nouvelle révision. Au final, dans le système, on a aussi la traçabilité des causes et des effets des différents événements. Et donc, quand on est en train de créer une nouvelle révision dans l'historique, on peut remonter et on sait très bien que ça a été causé parce que l'utilisateur il a changé un label dans un diagramme. Au final, aujourd'hui, dans Sirius Web, on a environ 60 événements destinés à la synchronisation interne du back-end, 170 événements qui viennent du front-end vers le back-end et 70 événements qui viennent du back-end vers le front-end. Ça fait pas mal tout ça. Côté équipe, on a aussi continué à travailler. On a aussi fait en sorte de se synchroniser. Là encore, on s'est inspiré de ShapeUp. On a synchronisé notre cycle de dev. Donc on est parti sur des itérations de 8 semaines. Le planning est fixe. Quoi qu'il arrive, il y aura une release au bout de 8 semaines. Donc ce qui va varier, ce n'est pas le temps, c'est le contenu. Donc notre priorité dans ce projet, c'est d'assurer les besoins de nos consommateurs rapidement. Et du coup, qu'on soit capable d'adapter aussi rapidement la plateforme. Donc ça veut dire que par conséquent, on a souvent des API breaks. Du coup, on a décidé qu'on n'utilise pas le semantic versioning, parce que sinon, on se retrouve à faire une release majeure à chaque itération. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc à la place, on préfère utiliser le calendar versioning. Ça permet aux projets downstream de du coup, mesurer le gap qu'ils ont avec la plateforme et donc les fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore et qu'ils pourraient intégrer. Comme ils savent qu'on release toutes les 8 semaines, ils savent très facilement où est-ce qu'ils en sont. Donc on n'utilise pas non plus les snapshots parce qu'on considère qu'on veut que l'upgrade soit une décision prise tous ensemble. Donc on a, sur ces 8 semaines, en fait, 2 cycles de 6 semaines en parallèle. Un cycle consacré à la discovery, porté par les product owners. Ce n'est pas le but du talk aujourd'hui. Je serais ravie d'en parler un jour au DevFest si vous acceptez mon talk là-dessus un jour. Et du coup, un cycle consacré aussi à la delivery réalisée par les devs. Entre ces 2 cycles majeurs de 6 semaines, on a un cooldown de 2 semaines. Donc le but, c'est de ralentir le rythme et de prendre le temps en fait, de préparer la suite, et donc les sujets de l'itération qui va suivre. Quand on commence la phase de delivery, du coup, on a 4 semaines pour développer, et donc ça veut dire 4 semaines pour intégrer en fait, beaucoup de code en peu de temps, parce que 4 semaines, finalement, c'est assez court. Donc, suite à ces 4 semaines, ensuite, on a notre première milestone, une release candidate, donc la première RC1, qui va correspondre à un feature freeze. Normalement, toutes les features doivent être là. En tout cas, on n'est pas censé en rajouter après. Après la RC1, on va passer 2 semaines à tester et stabiliser la version. Vous allez me dire 4 semaines de dev, 2 semaines de test et de stabilisation, ça fait beaucoup. En fait, non, c'est un bon rapport. Donc, toute l'équipe, elle va tester la RC. On trace ses tests dans un outil de test management dédié, nommé Kiwi TCMS, qui est open source, qui est très moche, totalement pas utilisable, mais qui fait son job, en fait. Juste lui, elle est pourrie. Donc, vous n'arrêtez pas à lui si vous le testez. En tout cas, c'est efficace après. Pendant cette période, du coup, l'équipe elle teste les fonctionnalités, elle fixe les bugs, elle reteste, jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la qualité de la release, en fait. Donc, la semaine 6, elle marque l'arrivée du coup de la RC2, qui normalement correspond à la finale. On est prêt à lancer en production. Ensuite, vient ce qu'on appelle la quiet period. Donc, ce cycle de release candidate, quiet period, il est directement inspiré en fait, des pratiques de la release simultanée d'Eclipse, lors de laquelle on a plus de 70 projets qui réalisent exactement en même temps, le même jour, depuis de nombreuses années. Donc on sait que ça marche, que c'est efficace. Donc on sait aussi, on a appris grâce à ça, que c'est important d'attendre un peu avant le grand final. Oui, en fait, cette quiet period, elle va nous servir de tampon. On utilise ce moment selon les besoins pour faire une autre release en cas de besoin, parce que ça arrive. Il ne faut pas se leurrer. Donc, la semaine 8, c'est le moment de la release. Ça y est, tous les efforts sont arrivés à leur fin. On a une nouvelle version disponible pour tous. Et ensuite, on recommence. C'est un cycle. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, le jeu, ce n'est pas seulement de réaliser la plateforme. Sirius Web, c'est bien, on le release, mais c'est qu'une étape, en fait. Nous, il faut aussi que les produits downstream puissent consommer cette version au plus vite, sans avoir potentiellement à attendre tout un cycle complet. Donc, il nous a donc fallu caler en interne tous les produits downstream qui consomment aussi Sirius Web sur le même rythme, de manière à ce qu'on ait tout le monde en même temps. Donc voilà, notre réalité, c'est plutôt ça, un cycle de 8 semaines pour tous nos produits. Donc ça commence à faire du monde, sachant qu'on a à peu près une vingtaine de produits à OBO.
pour 60 personnes, je vous rappelle. Mais bon, ça nous permet d'introduire du coup un moment hyper important sur le cycle de discovery. Donc, ça s'appelle les points de synchro qui sont réalisés par l'équipe de décision. Donc, cette équipe, elle est composée d'un représentant de la direction, du commerce, du marketing et des produits. Donc, tous les 4 ensemble, ils se mettent d'accord sur le statut actuel, les objectifs et les priorités. Et donc, ce qu'on va réaliser dans la prochaine itération et avec quel appétit. Donc, là encore, l'appétit, c'est une notion bien pratique qui vient de ShapeUp. On ne demande plus à l'équipe de réaliser une fonctionnalité, mais plutôt de résoudre un problème utilisateur dans un budget donné. Donc, on va mettre sur la table en fait, les sujets possibles à travers les shapes. Et ces shapes vont nous permettre très tôt de définir le fonctionnel, de caler tous les attendus, de mettre tout le monde d'accord. Comme je vous ai dit, c'est le marketing, les commerciaux, tout le monde est d'accord. En fait, ça, c'est hyper important. Cet alignement, il change tout. On n'a pas quelqu'un qui vient taper sur l'épaule de votre développeur en disant « Ah, moi, j'ai besoin de ça tout de suite. » Ah ben non, les gars, on s'est déjà mis d'accord, c'est fini, ça. Donc, ça donne du coup aussi l'opportunité à l'équipe technique de bien préparer le changement et d'en discuter avant de coder. Et donc, d'identifier aussi clairement les frontières d'un sujet. Et ça permet aussi du coup de communiquer ce qui va arriver à notre communauté. Tout ça avant d'avoir codé. Donc, à partir de la shape, l'équipe elle va écrire un ADR, donc un Architecture Decision Record. L'objectif, il est là d'identifier les changements qui vont être faits d'un point de vue technique. Donc, le développeur, il ne va pas travailler seul sur son ADR, ça va lui permettre de discuter avec les autres membres de l'équipe. Et donc, ça permet aussi à la personne qui relira son code plus tard d'être présente dès le début des réflexions. Donc, ça va nous permettre aussi d'identifier les pièges dans lesquels ne pas tomber et de partager avec notre communauté des potentiels futurs API break, des évolutions, avant d'avoir écrit du coup la moindre ligne de code. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et là revient encore notre super-héros, le facilitateur, qui va permettre du coup de faciliter la communication avec les produits downstream. Comme il a bien le contexte des deux côtés, il va accompagner les deux équipes jusqu'à un alignement des besoins. Là aussi, hein, c'est important de discuter. Donc, il va aussi assurer du coup cette synchronisation à travers les équipes et les projets, du coup, en coordonnant les releases intermédiaires, les mises à jour, etc. Il va permettre du coup de réduire les frictions en termes d'intégration. Tout ça en permettant du coup de réaliser potentiellement des releases intermédiaires avant les RC. Les RC, c'est vraiment celles qui sont obligatoires. On en fait potentiellement plein entre, je ne sais pas combien on est sur la dernière, mais peut-être 9. On a peut-être 9 releases intermédiaires sur les 4 semaines. Donc ces RC, elles vont pouvoir, ces micro-releases intermédiaires, elles vont pouvoir être consommées au fur et à mesure des cycles par nos projets downstream. C'est pour ça qu'on a tout le monde qui est calé en même temps. Comme ça, ils peuvent consommer au fur et à mesure qu'on code. Bon, là maintenant, on sent que la victoire est proche. Hein. La plupart des démons ont été vaincus. On est désormais capable de bien découper les responsabilités au sein de notre code et de l'équipe, de se synchroniser entre modules, au sein du projet et puis au sein de la communauté. Je pense qu'on y est presque, mais on a encore quelques démons qui sont en vie malgré tout. Donc c'est le moment de sortir notre baguette magique, hein, l'Extension Wand. C'est une baguette de pouvoir infini. Elle permet de lancer des sorts pour étendre les fonctionnalités et ça permet de s'adapter à tous tes besoins futurs sans effort. C'est cool, hein? Magique. Bah oui, c'est pas tout, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est aussi permettre aux membres de nos communautés d'aller étendre Sirius Web. Alors pour ça, on a mis en place un modèle d'extension commun sur l'ensemble du front-end, avec des points d'extension typés, qui permet de lister différents endroits où on accepte de l'extensibilité sur le front-end, l'extension registry qui regroupe toutes les extensions qui sont enregistrées, et notre front-end va consommer ça. Alors une extension, ça peut contribuer des composants React, donc comme ça il peut faire un peu n'importe quoi dedans. Ça peut contribuer aussi des données ou des fonctions, un peu n'importe quoi. Je vais vous montrer 2 exemples. Ici, on a un premier exemple où, dans le composant du bas, Navigation Bar, on veut permettre aux utilisateurs de changer l'icône de l'application. Donc pour ça, on fait appel à notre petit hook custom use component, on lui donne le point extension, et puis on attend le composant React que nous, on va utiliser. Quand on l'utilise, on lui donne une taille, ici, large. En fait, pour ça, on a décrit un component extension point, avec les props qu'on va accepter, donc ici, Navigation Bar Icon props, et on va lui donner son identifiant et un composant à utiliser en cas où personne ne cherche à customiser ça. Et donc par défaut, là, on va retomber sur le composant qui affichera l'icône Sirius Web. Si quelqu'un veut customiser ça, il prend l'extension registry et puis il dit pour ce point d'extension, je mets mon composant. Mais des fois, on va avoir une problématique un petit peu plus subtile, c'est qu'on veut laisser des utilisateurs étendre notre plateforme, mais on ne veut pas leur laisser le choix sur les composants à utiliser. Donc par exemple, on peut utiliser un data extension point. Ici, on va décrire qu'on attend une liste de menu item props. Parce qu'en fait, ici, on veut faire un menu contextuel. Et dans le menu contextuel, on ne veut autoriser que des menus items.
Ça, il n'y a pas le choix. Par contre, on veut laisser la communauté contribuer des nouvelles entrées dans notre menu contextuel. Donc on leur demande juste les props avec ce hook useData. Et après, on va afficher autant de menus items que demandé par la communauté. Et comme ils ont la possibilité de contrôler les props, ils vont pouvoir rajouter un comportement spécifique sur onClick, mais aussi rajouter, en customisant children, le contenu de ce petit menu item. Est-ce qu'il y a un label, des icônes, etc. Au-delà du front-end, on va aussi beaucoup se reposer sur les capacités d'extension de GraphQL. Donc côté back-end, des extensions peuvent facilement contribuer à notre schéma GraphQL avec de nouveaux types d'éléments, des nouveaux attributs. Et côté front-end, comme on peut rajouter des nouveaux composants React, on peut rajouter des nouveaux morceaux de code qui vont faire des requêtes vers le back-end. On peut aussi transformer les requêtes GraphQL existantes dans Sirius Web pour rajouter des nouvelles demandes au sein des requêtes que nous, on a créées dans le projet. Alors ici, par exemple, vous avez un tout petit morceau de l'API GraphQL de Sirius Web. On a notre editing context qui pointe vers des métadatas de représentation, qui elles-mêmes pointent vers des descriptions de représentation. Mais description de représentation, c'est juste une interface. Il n'y a aucune implémentation dans le cœur de l'API GraphQL de Sirius Web. Et donc, on a une extension avec toute la partie diagramme, qui finalement est optionnelle dans Sirius Web. Et quand vous rajoutez dans le ClassPath du serveur la partie diagramme, ce petit schéma GraphQL spécifique à la partie diagramme sera découvert. Il va vous rajouter ce type, diagramme description, qui vient avec des propriétés supplémentaires. Côté front-end, on va avoir des composants React qui sont aussi branchés par les mécanismes d'extension que je vous ai montré juste avant, et qui vont faire des requêtes dans lesquelles ils vont utiliser ces nouvelles capacités. Côté back-end, on ajoute aussi des contrôleurs qui vont ici dire, quand on demande l'attribut qu'on a rajouté sur la partie diagramme description, alors c'est cette fonction-là qu'on appelle et qui débranchera après sur notre couche de service, etc. Aujourd'hui, chaque grande partie du back-end de Sirius Web vient avec sa propre contribution au schéma GraphQL. Et au final, on a une concordance entre le langage que l'on a et le schéma GraphQL de chaque sous-partie de l'application. Donc aujourd'hui, dans Sirius Web, on a 18 ou 19 schémas GraphQL qui se greffent comme ça sur le schéma GraphQL du cœur. Et puis dans la plus grosse extension qu'on maintient, on en a au moins une dizaine en plus. C'est assez facile à étendre. Et comme on est juste dans une application monolithique, modulaire, extensible, certes, mais c'est juste un monolithe, eh ben, on n'a pas besoin de toutes ces techniques compliquées dont on entend parler avec GraphQL, du schema stitching, de la fédération, du wrapping, etc. Toutes ces techniques sont super intéressantes si vous êtes avec des grandes applications complexes, des microservices, etc. Et ce n'est pas nécessaire. Nous, aujourd'hui, c'est comme si notre schéma, c'était un énorme fichier texte concaténé. Et comme on est responsable de notre front-end, on connaît les queries qu'on va faire, on peut optimiser le back-end pour les requêtes qu'on va avoir. Et du coup, celui qui vient porter le coup final, c'est toujours notre facilitateur qui est à la croisée des chemins, c'est vraiment notre magicien. Il permet non pas seulement de descendre l'information, mais il va aussi en permettre de remonter des contributions des projets downstream vers la plateforme cœur. Et ça, c'est hyper important quand même, pour un produit qui est une plateforme, de pouvoir récolter, et en plus, moi, en tant que gestionnaire d'une équipe, avoir plus de gens qui font du dev pour moi, je gagne. Donc, il va accompagner les projets downstream, du coup, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes venir contribuer des évolutions. Donc, il va suivre les projets, il les accompagne de manière à remonter leurs besoins, les points de friction dans l'utilisation, le type d'évolution nécessaire, et aussi, il va les accompagner pour upstreamer le code qu'eux font. C'est lui qui va du coup être le reviewer. On va passer par les mêmes étapes, shape, ADR, PR, produites ce coup-ci par les projets downstream, et ça va être intégré dans le cœur. Donc, c'est lui qui va assurer que les contributions soient intégrées dans la plateforme. Ah, enfin, l'heure de la délivrance. Ouais. Effectivement, je crois que nous venons d'exploser littéralement les 3 derniers démons, c'est plutôt cool. Bon, c'est la fin de notre quête. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exorcisme au final? Au final, à la fin de cette grande aventure, on a réussi à bâtir une communauté autour d'une application monolithique, mais qui est devenue modulaire et extensible. On a réussi à vaincre tous nos démons. Et ça, c'est cool. Donc, je crois qu'on peut conclure que c'est une victoire pure et simple. Comme ça. Pas tout à fait. Wow. On a encore des démons qui rôdent, mais on a aussi des armes qu'on n'a pas encore utilisées.
le marteau de la scalabilité, par exemple. Aujourd'hui, on est iso-performant en termes de performance logicielle. Ce qu'on a surtout grandement amélioré, c'est la scalabilité de l'équipe et de l'ensemble de la communauté. Donc maintenant qu'on vous a donné un peu les outils, notre boîte à outils magique, c'est à vous d'aller exorciser votre code avec vos équipes, chasser les fantômes, les démons, pour vous ouvrir vous aussi du coup à vers plus de flexibilité et de modularité, tout en restant dans vos petits monolithes qui sont quand même bien pratiques. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions.